Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler bien entendu du Bitcoin, du breakout supérieur qui s'est un petit peu fait hier soir, hier dans la journée. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer par la suite? On va bien sûr aller voir tout ce qui est structurel, technique, et puis derrière on ira voir les news avec aujourd'hui bien évidemment cette insurrection côté Wagner au niveau des Russes. Pourquoi on va parler de ça? Tout simplement parce que c'est important pour les marchés d'avoir une vision également de ce qui se passe au niveau géopolitique. Donc je vous engage toujours à avoir un petit peu un coup d'avance, un petit peu une vision de tout ce que pourrait nous donner le monde géopolitique de demain, tout simplement pour éventuellement, que ça soit sur le marché action ou même sur les cryptos, avoir un coup d'avance. On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de s'abonner, activer la cloche des notifications et surtout le pouce bleu. C'est vraiment ça qui peut aider la chaîne. En ce moment, c'est relativement calme, donc du coup, ça serait vraiment sympa de votre part de liker les vidéos. Alors, on est là sur la structure. On avait vu ce biseau. On avait dit que la target, c'était probablement soit le haut de la vague 2, soit le haut du biseau dans son entièreté. Le haut du biseau a été pris. Vous voyez que derrière, on fait une petite latéralisation. Et hier, notamment sur le Discord et puis également dans la vidéo, j'avais trouvé que cette correction-là était pas moche, qu'elle pouvait nous donner éventuellement quelque chose. Vous voyez qu'on a suivi ici la 1 heure et que pour l'instant, on est en train de repartir. On a eu cette poussée derrière. Pourquoi? Tout simplement parce que cette correction, c'est soit un bull flag, soit ce serait plutôt un bull flag. En l'occurrence, là, c'est assez parallèle avec, vous le voyez, là, c'est 1, 2, 3 vagues. Ensuite, on remonte, on essaye de tenir cette 1 heure et finalement, à la cassure, là on arrive à accélérer derrière et sous-entendu normalement la target d'un flag vous comprenez qu'elle est largement supérieure, c'est-à-dire qu'ici on parlerait des 34 000 $ sur ce mouvement là en l'occurrence. Personnellement, ce que j'ai posté sur le Discord, c'est méfiez-vous quand même. Et c'était éventuellement de juste jouer ce trade avec un TP partiel assez important au 30 800. Sous-entendu, vous rentabilisez votre trade ici et vous laissez un runner courir, donc une somme, on va dire, résiduelle de votre trade jusqu'au 34 000 avec des prises de paliers sur des niveaux, bien entendu, extrêmement... des niveaux établis par avance. Excusez-moi, j'ai peut-être éternué. On avait aussi une petite tête-épaule inversée. Là, on parle du 1 heure qui avait cassé, qui elle a atteint sa target pour le coup. Et puis, on avait cette correction qui semblait, d'une certaine manière, venir à chaque fois chercher ses longues. Alors, un peu moins sur cette partie-là, mais en tout cas, sur cette partie-là, on a vraiment fait le mouvement de sortir les longues qui s'étaient éventuellement cachées sous la structure ici et qui accumulaient à l'inverse des shorts. Donc, on a eu cette accélération au moment où s'est faite la cassure, tout simplement. Ici, pour moi, le trigger, et vous voyez que j'ai d'ailleurs laissé... les triggers de l'analyse d'hier, c'était un dépassement des 30 200 $. Sous-entendu, ce que je disais, c'était regardez la structure là ici. Si jamais on arrive à percer au-dessus des 30 200, à ce moment-là, on aura une accélération et c'est effectivement ce qui s'est passé. On tient la 1 heure pour le moment, Il faut comprendre ici que celle-ci, elle est en train de tenir. On va voir si elle nous donne satisfaction par la suite. C'est-à-dire que là, on est à quelques heures de la résolution, Chaque bougie ici est égale à 1 heure. Donc, on tient cette trend en 1 heure pour le moment. Vous voyez qu'on pourrait peut-être même légèrement la retravailler et la mettre éventuellement comme si on était au contact ici. Si jamais on la perd, c'est-à-dire une bougie supérieure à 1 heure en dessous de ça, ce mouvement va perdre de sa superbe. On pourrait potentiellement attaquer ce point pivot-là, c'est-à-dire venir sur un retest des 30 000 $. Voilà. Et à l'inverse également, ça donne plutôt l'impression d'accumuler du stop shorter ici à ce stade. Alors on a des chances de venir faire un tour sous la structure ici. Donc ça pourrait être une mèche qui revienne éventuellement retoucher par exemple les 30 300 ou 30 200, la fameuse target. Sous-entendu, on ne perd pas la 1 heure, mais on fait une mèche dessous qu'on récupère tout de suite. À voir. Pour le moment, ça reste un peu fébrile, donc du coup, c'est pour ça que on essaye bien évidemment de prendre des TP partiels ici dès qu'on passe au-dessus de la structure, de manière à rentabiliser le trade. Pas forcément bouger son stop loss ici nécessairement sur pas avoir à bouger son stop loss, ça n'est pas sincèrement la peine. Personnellement, moi, sur des mouvements comme ça, là, je suis rentré sur un levier 20, donc voilà, ça reste quand même modeste. Cela dit, c'est des super journées, puisque en levier 20, quand vous faites des bougies de plus 1 000 $,
En l'occurrence, moi j'étais parti de quelque part par ici, 30 200 jusqu'à première prise de profit à 30 800, 600 $, bah, vous prenez 50% sur le capital investi déjà de profit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, déjà, on voit si cette 1 heure, elle tient. On voit également, potentiellement, si on peut redessiner quelque chose ici qui ressemble à un flag. Pour le moment, c'est pas le cas. On a peut-être plutôt un biseau ici. Il faudrait voir dans des time frames plus petites si on peut aligner des points, éventuellement, avoir quelque chose de relativement propre. Mais oui, on a un biseau ici, potentiellement. Hop, ici, une sorte de biseau comme ceci. Hein. Donc, sous-entendu, target, la vague 2, ou alors, pardon, la vague 2, elle est là, autant pour moi, 31 200, ou alors 31 400. Donc, à ce stade, même sur le trade, sur le runner que vous pourriez éventuellement avoir, ou à la cassure, tout simplement, vous le voyez ici, on a cassé déjà le biseau, donc ça, c'est fait. On n'a pas eu besoin de le retester, mais là, par exemple, à ce premier contact de la 1 heure, vous aurez pu éventuellement essayer de renforcer votre trade pour un long. On a un marché qui est plutôt directionnel, on a une structure qui, cela dit, vous le voyez ici, est effectivement haussière, mais on commence à avoir un petit peu des divergences, c'est-à-dire que si on regarde le 4 heures, hop, comme ceci, des divergences au niveau du RSI, j'entends, ou sous-entendu ici, vous avez un prix qui augmente, comme cela, et vous avez un RSI qui diminue. Donc ça, c'est une c'est une divergence, pardon, baissière, et ça peut peut-être nous dire que, attention dans la zone, vous voyez également sur la 4 heures, on a cette divergence baissière ici qui s'annonce sur le momentum, exactement sur les mêmes principes, les mêmes tops, le premier top qui était celui-ci, et le deuxième top qui était celui-là. Le problème que j'ai avec les divergences, c'est que ça peut diverger pendant un moment. Je vous donne un exemple, par exemple sur Bitcoin, on va même se mettre, je pense que, ouais, en daily, c'est pas mal. Hop, comme ça, on va enlever du coup les indicateurs, se remettre sur les anciens tops ici. Hop, vous voyez ici, notamment, hop, j'essaie de pas enlever mes indicateurs non plus, enfin de vous montrer ça assez rapidement. Vous voyez ici, celui qui aurait vu les divergences, vous voyez qu'on fait des plus hauts sur le prix ici, on n'arrête pas de diverger au niveau du RSI, bah, il aurait malheureusement perdu une bonne partie du mouvement, notamment toute la partie qui va de 41 000 à 66 000, donc c'est dommage de sortir, même sur une grosse résistance, une grosse divergence, vous voyez ici daily, c'est dommage de sortir sur une divergence. Par contre, elle vous annonce quelque chose, elle vous dit attention, là le mouvement commence à perdre un petit peu de sa superbe. Donc du coup voilà, tout ça pour vous dire tout simplement, ça peut diverger pendant un moment, mais on a des premiers signes ici que ça peut également partir en correction. En daily, on diverge pas par contre, c'est-à-dire que vous le voyez ici, ce point daily est plus bas que celui-ci, et par contre, eh bien, au niveau du RSI, j'ai quand même fait un plus haut. Vous voyez, entre ce point-là, là, qui est ici, et celui qui est juste là, j'ai un plus haut sur le RSI. Donc, sous-entendu, ça se suit à peu près. On n'a pas de divergence encore en daily. Si on commence à faire un peu des divergences, ça ne sera pas sur ce point-là, ça sera sur un point prochain. D'ailleurs, je ne pense même pas que sur le Cypher non plus, il y ait de grosses divergences. Non, il n'y a pas de divergence, vous le voyez ici. Peut-être si on termine cette vague, là, ici, si on la termine là, ici, maintenant, sur le momentum, donc le MACD, on aura éventuellement une divergence. Cela dit, joli point d'achat ici, en daily j'ai une VWAP qui se rapproche du 0, donc ça c'est pas très bon, ça sous-entend que ce mouvement est également en train de souffler. Aller à 34 000 et prendre plus 10% dans ces conditions-là, là par contre vous le voyez en 4 heures, le RSI revient vers sa zone du 0, donc effectivement on pourrait refaire une vague ici d'achat qui finalement annulerait cette divergence. Hein. Si jamais là on arrive à fermer la vague actuelle et à remonter, ça annulera la divergence. Vous voyez également en 4 heures que l'argent re-rentre, ça c'est la vague verte que vous voyez, la ligne verte en daily. Et en daily on vient juste de commencer potentiellement une vague où l'argent rentre sur Bitcoin. Sous-entendu, qu'est-ce que c'est qu'une vague où l'argent rentre sur Bitcoin? Vous voyez là, ici on est dans le vert par exemple, sur toute cette période-là, et là vous voyez cette grosse augmentation. Donc ici également, on pourrait imaginer que ce mouvement est là pour rester peut-être un petit peu plus.
Personnellement, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo d'hier, mais j'ai une target pour entre 40 et 42K pour ce mouvement-là en particulier. Et personnellement, derrière, je pense qu'il y aura une grosse correction. Cela dit, quand on va voir la liquidité, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, on voit qu'il y a effectivement du long qui a été pris sur tout ce mouvement, mais qu'une bonne partie a pris profit. Alors, il en reste bien évidemment qui sont encore en position et qui sont soit rentrés tard, soit rentrés un peu tôt. Ceux qui sont rentrés tard seront potentiellement punis. Ceux qui sont rentrés tôt seront potentiellement, rétribuer si on a trouvé un point bas ici, si jamais on tient bien entendu cette traîne, tout simplement, qui pour le moment soutient le mouvement, c'est-à-dire la pente de ce mouvement qui est bien évidemment celle-ci. Quand on regarde Ethereum BTC qui reprend un tout petit peu ici, alors sur Ethereum BTC j'ai posté une analyse également sur le Discord, vous voyez qu'on a perdu un support ici qui était celui-ci. Donc on commence à attaquer le V qui est là. Personnellement, je commence à défendre de plus en plus sur Ethereum contre BTC le scénario d'un biseau, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et ici on serait en train de faire une 5. Ça nous emmènerait au support suivant ici, à peu près dans cette ligne-là. Vous voyez que du coup on viendrait en bas du biseau ici. Donc ça nous donnerait une ligne de support sur Ethereum contre Bitcoin à peu près au 0,59. Sous-entendu ici, ce serait peut-être un petit peu tôt. Alors personnellement, moi c'est le genre de mouvement que j'aime bien faire parce qu'il y a des jolies confluences. Qu'est-ce qu'il y a comme confluence là? Tout simplement ce V ici déjà qui est censé protéger le creux qui est ici, d'accord? Donc on a le dernier V ici et on a un support qui part deux fois. Vous voyez que c'est un W d'ailleurs même ici et que on n'a jamais retesté la ligne de coup de ce W. Donc là on serait peut-être au retest tout simplement. Donc on a déjà ça potentiellement qui pourrait supporter le Ethereum contre BTC à cet endroit-là. On a également du coup bien évidemment le biseau qui nous parle ici et qui nous dit oui là il y a un point intéressant, donc j'ai la confluence de ces deux points-là. Et en plus si je trace un Fibonacci de ce mouvement ici de hausse et que je me pose dans la zone de rechargement de longue, eh bien je suis pile poil dans cette box entre guillemets d'achat qui pour le moment n'a pas été revisitée. Donc ça serait intéressant, à plusieurs titres. Ça serait intéressant pourquoi? Parce que d'abord on dessinerait cette magnifique épaule, tête, épaule inversée ici, vous la voyez. Si jamais on arrivait à péter derrière les 0,82, c'est-à-dire une surperformance de Ethereum de quelques 100%, un peu moins, on aurait des targets assez intéressantes, et notamment, je parle ici des 0,1342, je crois, ou je parle des 0,15, voilà. Donc globalement, vous comprenez qu'ici, on est à 0,059, ça nous donne plus 300% de performance entre ce que peut dire Ethereum et ce que va nous donner Bitcoin, c'est-à-dire Ethereum qui performerait 3 fois plus en termes de variation de prix que Bitcoin. Ensuite, vous avez cette séance dont je parle depuis également un moment. Si jamais on cassait l'épaule tête-épaule qui est ici et qu'on allait à la target, vous comprenez qu'on aurait bien entendu la cassure de la ligne de coup de cette séance, et là du coup la target elle est beaucoup plus haute, elle est plutôt autour des 0,039, ça veut dire un passage de 0,06 à 0,039, ce qui nous donne une surperformance de 587%. 6 fois plus de gains sur Ethereum que sur Bitcoin. Est-ce que c'est possible? Oui, mais ça sous-entend que là, pour le coup, on est complètement en Bitcoin season, donc ça a complètement du sens de faire ça. Ça sous-entend ici swapper une partie de ces Bitcoins en Ethereum à ce stade-là, ou alors rentrer un trade en levier également avec de l'Ethereum, éventuellement à ce stade, eh bien, du coup, profiter des intérêts composés. Pourquoi des intérêts composés? Si vous avez, par exemple, du dollar, vous le transformez ici en, Ethereum. Vous avez du dollar, vous le transformez en Ethereum. Ici, vous remontez. Et à ce stade-là, vous le transformez à nouveau en Bitcoin. Pour le coup, vous comprenez que vous avez accumulé beaucoup plus de Bitcoin que ce que vous auriez dû. À savoir, bien évidemment, ce que j'appellerais des intérêts composés. Donc, ça veut dire ça. Là, ça veut dire aussi que vous croyez dans ce biseau et que vous croyez dans sa cassure. Le truc le plus intelligent à faire, probablement, ou en tout cas le plus serré, c'est d'attendre la cassure de ce biseau. Donc de cracher sur une partie des profits ici à ce stade et dire bah non je les prendrai pas, et attendre que vraiment ce biseau soit cassé pour pouvoir se dire qu'on reviendra tout simplement en haut déjà, et ensuite éventuellement ici augmenter et alourdir sa position si jamais ce point là est effectivement cassé, puisque pour le moment on regarde des figures potentielles qui n'ont pas cassé. Cette figure tête-épaule elle n'est même pas formée elle n'a pas réellement cassé non plus. Le biseau n'aura pas cassé à ce moment là. Intervenir en bas de biseau est quand même quelque chose d'assez dangereux. Moi c'est des choses que j'aime bien faire parce que j'ai un comportement au risque
qui est comme ça. Maintenant, je comprends que il peut y avoir ici un retest, par exemple. Donc là, du coup, je serais relativement, éventuellement, déçu, ou alors tout simplement que ça puisse ici dégueuler encore plus bas. C'est pas parce qu'on a ici une trend que cette trend va nécessairement tenir. Si jamais ça dégueulait encore plus bas, qu'est-ce que ça serait? Ça serait tout simplement un double top. On perdrait la ligne de coup juste ici, et à ce moment-là, du coup, vous auriez une target qui serait bien évidemment bien inférieure. Donc là, bien évidemment, il faut ici avoir, c'est pareil, soit être bien accroché, et puis éventuellement avoir un risk management également maîtrisé, ne pas faire ça sur tous ces bitcoins, éventuellement, ne pas swapper tous ces bitcoins en ETH, etc. Mais avoir un risk management maîtrisé, dire ah tiens, je veux bien prendre telle proportion du risque sur l'idée que éventuellement on va péter les 0,80 un jour sur Ethereum, puisque on les a déjà testés un bon paquet de fois, ou alors tout simplement, vous comprenez ici l'idée, avoir un risk management encore une fois maîtrisé. Ethereum dominance, alors on n'a pas réintégré vraiment la trend ici, mais on est encore dessus pour moi, c'est pas encore perdu, donc éventuellement on peut ici légèrement passer en dessous, hein. Cette trend elle est là depuis 2019, moi je l'ai posé un petit peu à la serpe, vous voyez que j'ai essayé d'avoir une jonction à peu près d'un certain nombre de points, hein, que ça ait une forme de cohérence, mais vous voyez que ici on a eu des déviations en dessous, etc. Au plus la trend est longue, longue dans le temps j'entends, au plus elle est forte, mais également au plus elle n'est pas précise. Donc voilà, on sait par contre ici que celle-ci a été perdue, c'est-à-dire qu'on avait la rouge là qui était déjà un petit peu plus puissante, à laquelle il faut faire attention puisqu'elle a été perdue. Donc ce qu'on pourrait attaquer ici, il faudra attendre de voir comment se positionne ici l'histoire, mais c'est peut-être éventuellement soit ce point pivot là, soit celui-là, soit un retour sur le support qui est ici. Sous-entendu, on a une grosse déviation sous la grosse trend blanche. Ce qu'on voulait dépasser et ce qu'on voulait dépasser pendant longtemps, vraiment marquer le coup ici, c'était les 20,47%. Et vous voyez que pour le moment, Ethereum a un petit peu repris là du poil de la bête, puisque Ethereum BTC est en hausse, mais Ethereum ne performe pas comme on aurait pu imaginer qu'il le fasse. Ça nous emmène du coup à la situation sur Ethereum contre dollar. Ethereum contre dollar vient de casser son biseau, qui est ici. Mais pour le moment, excusez-moi, qui est là, voilà. Pour le moment, pas d'accélération. On a une petite accélération ici, bien sûr, elle se fait avec Bitcoin, mais pas de cassure de cette résistance-là. Les 1913 ne veulent pas casser pour l'instant à ce stade. Donc, théoriquement, la target, vous comprenez qu'elle est encore au-dessus, elle est à 2000. Théoriquement, vous comprenez ici que on a aussi une target à 2141, donc ça serait target 1, target 2. Là, on a eu une belle accélération quand même, mais on n'a pas encore, pour l'instant, de confirmation que là où Bitcoin a lui atteint ses targets, il a cassé son biseau et atteint ses targets. Ethereum ne l'a pas fait, bien évidemment, parce que en ce moment, il y a un petit peu plus de hype sur Bitcoin que sur Ethereum. Je pense néanmoins que Ethereum va le faire. Maintenant, je pense aussi qu'il est possible que, pour le coup, là où Bitcoin n'a pas retesté son biseau, finalement Ethereum nous donne quelque chose comme ceci, c'est-à-dire un retest du biseau ici, quand il a cassé son biseau, pourrait nous donner un retest, donc un petit 1800, une perte de $100 sur Ethereum, et puis ensuite on aurait cette tête-épaule inversée, vous la voyez ici, avec cassure de la ligne de coup, qui elle nous donnerait à nouveau la satisfaction de pouvoir éventuellement donner une target qui soit supérieure au haut du biseau, à savoir quelque chose comme $2243, si jamais tout ça se faisait. Je préfère vous parler de figures potentielles avant qu'elles n'arrivent, tout simplement parce que on a ici des signes, et notamment la cassure, si jamais elle se faisait dès maintenant, puisque pour le moment, vous le comprenez que sur Ethereum contre BTC, on a plutôt une jolie trend ici en daily qui n'a pas encore été retestée. Sous-entendu, on pourrait encore une fois revenir rechercher à peu près 1830 pour retester celle-ci. Et là, pour le coup, elle pourrait tenir et venir attaquer ce niveau-là. Donc si on tient la trend, qui est celle-ci, et bien à ce moment-là, on a des très bonnes chances de venir passer au-dessus de ce niveau-là. Si on passe ce niveau-là, on aura une accélération, tout simplement parce que on sera à peu près dans la même conjoncture que ce qui avait été donné là. Beaucoup de stop shorters à peu près dans les mêmes endroits, donc dès qu'on le casse, on accélère. Et là, en l'occurrence, ce qu'on pourrait avoir dans ce cadre-là, c'est là beaucoup de stop shorters dans cette zone-là, même si là, on a quand même très légèrement dépassé, donc on est venu en prendre quand même une bonne partie. Il en
reste encore ici et il en reste encore là. Ces positions ne sont pas extrêmement vieilles, à peu près 1 ou 2 mois, donc on pourrait éventuellement là ici viser le haut du biseau une fois de plus et éventuellement se poser la question d'une épaule tête-épaule inversée. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On a juste un biseau qui a cassé et qui malheureusement ne touche pas sa target. Vous voyez ici qu'on est repoussé pour le moment par les 1926. Si on pète les 1926, c'est plutôt bon. Sous-entendu, niveau suivant 2000 et niveau suivant 2132. Je pense qu'Ethereum peut aller encore plus fort, encore plus haut, puisque, encore une fois, cette correction est plutôt quelque chose de bullish. Vous voyez ici qu'on a quand même du stop shorter à venir chercher dans cette zone-là. Donc voilà, ça c'est bon pour ça. On a fait ici un peu tout le monde. La stablecoin dominance, est-ce qu'on a besoin de la faire aujourd'hui? Je regarde juste rapidement. Non, globalement, l'analyse a été faite hier. On est dorénavant ici sur support, sur la stablecoin dominance, donc attention à ça. Si on arrive à enfoncer ce support-là, eh bien c'est du bonheur pour les cryptos. Si on vient retester ici cette trend et qu'elle nous enfonce également ce support-là, c'est plutôt du bonheur pour les cryptos également. Par contre, si ce support tient et si on vient casser ici cette structure-là, eh bien à ce moment-là, vous comprenez que ce qui nous attend, c'est vraiment plutôt les 20 000 $ que les 40 000. Donc on aura ici des très bons signes que tout cela se met comme ça. On voit ici très bien aussi ce bear flag, donc on peut faire du chartisme sur de la dominance, c'est pas du tout un problème. On n'est pas obligé ici d'avoir nécessairement comment dire des points qui soient pile poil des points. Et vous voyez, je l'avais déjà mis en avant, mais potentiellement que ce bear flag pourrait nous emmener en bas de ce très très grand canal ascendant qui est le canal d'adoption des stablecoins et qui à chaque fois qu'on en est en bas nous donne un bull market et à chaque fois qu'on en est en haut nous donne un bear market, tout en augmentant la proportionnalité des stablecoins dans la vie des cryptos. C'est à peu près comme ça qu'il faut lire cette courbe. Donc sous-entendu ici, on reviendrait aux 9% de dominance. Quand je regarde les 9% de dominance à peu près par là, ça nous emmène au 7 avril. Et je vous donne dans le 1000, on est à peu près autour des 42 000 $. Ça correspond également à la target de ce double top que vous voyez ici, comme ceci, qui a perdu sa ligne de coup, elle a été retestée ici, et à ce stade ici, ça nous donne également très, très exactement 8% de dominance. Donc on a pas mal de convergence vers ça, d'une 5e vague qui viendrait ici éventuellement nous donner 8%. Et après, le problème c'est quand on reviendra casser ici, ça nous donnera éventuellement l'idée qu'on pourrait remonter à nouveau aux 26 ou 27% de dominance. Si on continue à respecter ce canal, à ce moment-là, vous comprendrez qu'au plus on s'écarte dans le temps, au plus la target est basse, donc du coup le niveau sur Bitcoin est bas, et au plus on s'écarte dans le temps, et plus également la target que je qualifierais une target de bear market suivant est haute. Donc j'aurais tendance pour le moment à dire que cette structure tient pas mal, et j'aurais tendance pour le moment à dire attention dans la zone des 40-42 000 $, parce que derrière on pourrait très bien se manger un Bitcoin autour de 12 000 $. Je pense pas que le top des 15 000 sera perdu, mais ça reste une possibilité. Possibilité qu'on va étudier ensemble et que j'ai déjà un petit peu abordé hier, mais globalement d'une certaine manière, je vous ai pris une charte propre pour vous montrer un peu l'idée. Toute la montée actuelle se fait en élargissement, comme ça. Ok, monter comme ça, voilà, vous voyez bien les deux droites là ici, monter à peu près jusqu'aux 42 000 $ nous donnerait la dernière vague de cet élargissement. Ensuite on recorrige, éventuellement moi je vois bien le fait que ici les 30 000 tiennent une première fois puisque ça deviendra un support, donc éventuellement ici voilà on rebondit encore un petit peu. Ensuite finalement on est sorti effectivement de ce biseau, éventuellement même on peut le retester, et puis derrière on dégringole jusqu'à 25 sera un support majeur également, comme ceci, on dégringole jusqu'à 25 et puis ensuite on se reprend, et après dans le temps vous comprenez que la target de cet élargissement finalement elle se base sur la totalité, donc là je l'ai pris 42 comme étant le point de top, elle se balade et au plus dans le temps on augmente enfin le point de cassure, là par exemple je voulais notifier ici. Ici, ça nous donnerait un plus bas à 12 452. 12 452 est un niveau extrêmement intéressant, je trouve. Alors moi, c'est un niveau que je vois pas nécessairement arriver, mais en tout cas, il est intéressant au sens où si jamais on avait un signe noir sur Bitcoin, un petit peu sur le mode de 2019, eh bien, les 12 459 seraient un niveau extrêmement intéressant. Pourquoi intéressant ? Parce qu'on reteste ce biseau-là.
ici, vous le voyez, tac, on est au retest. Imaginons que ça se fasse très vite, hein, je sais pas. Ici, ensuite, vous voyez que ici, ça nous donne quand même aussi... On va y arriver. Ça peut nous donner aussi une forme de flat. C'est-à-dire sous-entendu, eh bien, enfin une forme de flat, c'est pas vraiment ça, mais un double bottom plutôt, c'est-à-dire on viendrait en haut ici, on retesterait les 15 000, donc ça c'est l'hypothèse où on ne perd pas le plus bas, et on a une autre hypothèse où tout ça se fait beaucoup plus longtemps, on met beaucoup plus de temps à faire tout ça, et là à ce moment-là, du coup, vous comprenez que ça peut retest même directement, imaginons qu'on soit en mai 2024, au moment où tout cela est fait, on pourrait avoir ici un bottom qui soit à 25 000 $, admettons, hein, si je tire ici cette ligne-là, un peu plus loin, et bien du coup la cassure de ce biseau en élargissement, si jamais elle se faisait par exemple par ici, et bien vous voyez qu'on reviendrait ne retester que les 25 000 $ sur fond de ce biseau. Je dis pas que c'est exactement ce qui va se passer, je dis que je surveille ce type de configuration technique au sens où je les trouve extrêmement intéressantes. Je dis également que là on a pété un autre élargissement que vous voyez qui est ici, qui lui était un élargissement qui a plutôt une dimension haussière, bien évidemment, qui est celui-ci, donc que je vous mets en avant. Et puis on avait également ce biseau qui est là, d'accord. Donc là, pour le coup, on a cassé quelque chose. Le biseau ici, quand il a été cassé, il a été retesté. Ce qui serait la meilleure option, c'est qu'on arrive à tout simplement sortir, ne pas faire cet élargissement en fait, et en sortir. C'est tout à fait une possibilité. Par contre, je me dis, attention, dans la zone des 42, parce que j'ai une convergence entre ce que me dit la stablecoin dominante, ce que me disent les charts, ce que me dit toutes ces choses-là. Et je pense ici que peut-être on n'aura pas un ATH nécessairement sur ce mouvement-là, d'accord ? En tout cas, c'est mon idée de base. Donc voilà, j'en ai beaucoup parlé hier, j'en parle encore aujourd'hui parce que tout simplement ça me paraît important ici d'être un peu clairvoyant sur tout ça. En ce qui concerne le total 3, donc toutes les alts sauf BTC et Ethereum, pour le moment vous voyez qu'on est au retest de ça. Il ne se passe pas grand chose, on n'arrive pas à percer au-delà. Attention à ça parce que là on avait un très beau double top et que tout ça pourrait emmener les alts un petit peu plus bas. Emmener les alts un petit peu plus bas, ici aussi on a des confluences. Confluences qui nous diraient que du coup, alors personnellement, je dis pas que c'est pas des bons endroits pour accumuler des alts, ça on est. Et j'ai toujours défendu cette idée-là. Mais je dis qu'il faut quand même, si vous voulez rentrer sur des alts un petit peu risqués, garder un peu de cash pour l'éventualité où le total 3 irait visiter les 265. On avait calculé hier combien ça faisait. Et sous-entendu, on était quand même sur des choses qui étaient de l'ordre de... à peu près moins 20% supplémentaire sur les alts. Donc les points ici, si vous êtes prêt à regarder votre capital investi sur les alts fondre d'une vingtaine de pourcents, les points sont plutôt bons. Et puis on voit également que pour le moment, cette structure-là ici, hop, qui était haussière, a perdu un point majeur essentiel. Elle nous a donné ce faisant un double top, donc ça c'est pas très bon, mais que on reste ici sur un plus bas qui est plus haut que le précédent. Donc le drame bien évidemment ça serait de venir perdre ce plus bas là, auquel cas on continuerait une tendance baissière sur le total 3. Personnellement j'ai rechargé les alts qui m'intéressaient, mais j'ai pas pris des très petites capes, j'ai pris des choses typé un peu Solana, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai pris des petites capes, mais sur d'autres choses, et j'ai pris des petites capes, moi, plutôt sur un point qui était au travers du rebond, là, ici, voilà. Donc là, ici, j'avais rechargé les petites capes. Pour le moment, je suis du coup à 0. Et ici, j'ai repris des plutôt grosses capes, c'est-à-dire du top 30, en gros, sur la crypto. Et il faut toujours avoir dans l'idée que ça, normalement, ça doit résister, puisque avant c'était un support, désormais il a été perdu, désormais c'est donc une résistance. Donc peut-être l'idée que le total 3 soit finalement lui-même en train de nous faire également une forme de biseau. Alors c'est pas propre, hein, ici, de ce côté-là, c'est pas du tout propre. Par contre, ce qu'on peut voir d'intéressant, c'est que le total 3 n'a jamais cassé la ligne supérieure de son biseau ici. Vous le voyez ici, rejeté, 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 rejeté. Donc c'est plutôt propre de ce côté-là. Sous-entendu, en fait, on n'a jamais réussi à vraiment même venir retester ça. Ça, c'est une première chose. Et on peut imaginer qu'on aura le signal quand ça sera cassé. D'accord ? On peut imaginer également que ça va tenir.
Et c'est pour ça que je vous montre cette target ici des 264. Personnellement, je vois rien ici qui peut tenir les 264. Contrairement à Bitcoin où j'ai un joli V, etc. Ce genre de choses qui pourrait tenir le prix. Là, je vois pas grand chose qui pourrait tenir le prix. En tout cas, en daily, il n'y a rien de flagrant avant 239 et 209. Maintenant, encore une fois, il faut toujours avoir en tête la possibilité d'un scénario baissier sur les alts et donc la possibilité d'un rejet par ce point-là. Si jamais on reprend ce point-là, eh on aura la possibilité d'un rejet par cette trend. Et si jamais on arrive à péter cette trend, à ce moment-là, ce sera ce support-là qui va être difficile à passer. Mais déjà, péter cette trend, ça serait un signal énorme que effectivement, ça y est, on est sur un bon momentum pour une altcoin season. On est de toute façon sur un bon momentum pour une altcoin season. Sous-entendu, si maintenant vous rentrez sur les alts plus que sur Bitcoin, vous pouvez avoir de bonnes chances de faire des bien meilleurs rendements. Le problème ici, et cela étant, c'est que on n'arrive pas ici à venir faire des vraies structures de retournement sur le total des alts. Vous le voyez ici, on avait cette épaule inversée qui finalement n'a pas réussi à casser. Ici, on a une forme de rejet, notamment par la trend, mais également par la résistance qui du coup était ainsi formée. Et puis derrière on dégringole peut-être en élargissement, ça c'est intéressant. Vous le voyez comme ça, et ici, hop, comme ça. Donc si jamais là-dedans on est dans un élargissement, théoriquement on pourrait péter effectivement la totalité de tout ça et avoir une alt season tout de suite. Si c'est pas le cas, attention, retest du biseau du bas à minima, peut-être des 239 et peut-être les 200 milliards de market cap pour le total des alts. Donc, c'est des bons points d'achat pour les alts. Pour ceux qui avaient loupé ici le train qui était celui de janvier, eh bien c'était un très bon train, celui-là, je pense en tout cas. Et puis derrière, si vous avez fait déjà sur des choses que vous aviez achetées ici, par exemple, à mon avis c'est pas le cas. Enfin, il y a très peu d'alts qui ont donné ce type de mouvement. Mais si vous êtes déjà pas loin du x2, ou si en tout cas quand on vient là on fait notre x2, à ce moment-là, n'hésitez pas à taper 50% de vos profits, tout simplement pour que votre investissement soit gratuit. On a encore fait une partie technique très longue. On va passer sur les news. Ici, vous l'avez vu, et vous devez être en ce moment matraqué de ça, la tentative de putsch militaire de la part de Wagner. Ma vision des choses, elle est relativement biaisée d'une certaine manière. D'abord parce que ma femme est russo-ukrainienne et que donc du coup j'ai un petit peu un pied dans les deux camps. Donc du coup j'évite de m'attarder là-dessus parce que j'ai vraiment une manière de voir les choses qui est très spécifique. Cela dit, pour moi, ici, ce que Prigojine veut, a priori, c'est sous-entendu essayer de faire un putsch militaire. On ne parle pas ici de coup d'État pour le moment, on parle de putsch militaire. Le fait qu'il fasse ça avec seulement 25 000 hommes et avec finalement assez peu d'autres soutiens, ou en tout cas s'il a des autres soutiens, ceux-là ne se sont pas manifestés plus que ça. On a un petit peu de l'opposition russe qui est dans son camp, mais le fait qu'il veuille faire ça, a priori, ça sous-entend qu'il a des soutiens, mais qui sont cachés. Ça sous-entend également qu'il y a forcément un travail d'intelligence américaine derrière, il faut le comprendre. Prigojine, c'est un mercenaire, ça personne n'en parle, mais c'est une milice privée, et donc du coup, il y a bien évidemment ici, derrière, de l'argent américain. À un moment donné, vous êtes un mercenaire, vous allez au plus offrant. Ici, il y a peut-être des volontés de pouvoir de la part de Prigojine, mais je suis pas sûr que ça soit le cas. Je pense ici, pour moi, que c'est une forme de rébellion qui est peut-être, encore une fois, on verra ce soir, puisque apparemment il va y avoir pas mal de dénouements qui vont se faire sur tout ça aujourd'hui, mais une forme de rébellion qui sera peut-être un petit peu tuée dans l'œuf, qui malheureusement va coûter de la vie à beaucoup de gens, mais qui probablement, une fois que peut-être Prigojine aura été sorti du pays, va lui rapporter beaucoup d'argent. On voit derrière que, bien évidemment, ça bénéficie d'une certaine manière aux Ukrainiens, et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, c'est un temps de guerre, donc voilà, il y a un moment donné où vous ne pouvez pas vous réjouir ou de la défaite ou d'une rébellion quelque part ou quoi que ce soit, ou tout simplement vous regardez les choses, donc ça pourrait bénéficier aux Ukrainiens. Pour l'instant, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu des attaques significatives côté Ukraine en ce qui concerne le front sud en Ukraine, mais cela dit, si jamais on regarde une carte, on va dire, les avancées, ici vous voyez Rostov, donc qui est la ville qui a priori a été donc du coup
amène tout le commandement du sud Ukraine, donc tout ce qui se passe en Ukraine au niveau du sud, donc notamment Donetsk, et toute la partie ici, Kherson, etc. Tout est commandé là-bas, et apparemment il aurait pris donc le contrôle du centre de commandement. La volonté de marcher sur Moscou, il va falloir voir comment ça se passe, mais il est sous-entendu ici qu'apparemment il aurait été vu des unités Wagner à Voronev. En fait, Voronev, le truc c'est que il y avait déjà des unités Wagner là-bas, hein, qui étaient pour la plupart tout simplement en permission, après toutes les offensives à Bakhmut ici que vous voyez, qui est plus ou moins dans cette zone-là. Et qui est donc été censé également être en backup au cas où il y ait des nouvelles attaques à Belgorod. Donc ils étaient là. Il y en a ils ont peut-être été rejoints par certains du côté de Rostov, mais je pense pas que ça soit le cas. Visiblement, pour le moment, ils seraient du côté de Lipetsk ici. On va voir ici ce que ça dit. Par contre, attention, le grand danger, on va dire, et là ça pourrait être le cas, ça pourrait être de dire, regardez, on va sur Moscou, et qu'en fait ici, à partir de Voronezh, ils allent plutôt dans cette partie-là, qui est toute cette partie-là qui est plus à l'est, et dans lesquelles il y a des dépôts d'armes nucléaires. Donc pour moi, voilà, le premier risque, il est là, qu'à un moment donné, ils s'emparent d'un dépôt d'armes nucléaires, et que là, à partir de là, ils disent tout simplement, je sais pas, ils auront pas les codes, etc., mais il y a probablement des missiles, je sais pas exactement comment ça se passe de ce côté-là, mais j'espère que de ce côté-là, c'est vraiment extrêmement bien, protégé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là sur le front ukrainien? Pour moi, ils n'ont pas les moyens militaires de faire ce putsch, c'est-à-dire que ce que Prigojine a dit cette nuit, c'est on veut aller à Moscou et on veut tout simplement faire tomber tout l'état-major au niveau de l'armée. Pour le moment, il n'a pas parlé de Poutine, mais bon, a priori, si vous êtes président et que vous n'avez plus le contrôle de l'armée, a priori, vous n'êtes plus grand-chose. Bien entendu, Poutine derrière a condamné tout ça, et il a exhorté les hommes de Wagner à déposer les armes et à rejoindre l'armée régulière. La grande question ici également, c'est ce travail d'intelligence américaine, puisqu'il y a forcément ici un chèque qui a été fait. Vous déplacez pas comme ça sans argent et sans la propre logistique de votre propre pays plusieurs centaines de blindés sans avoir derrière un appui financier énorme et des soutiens locaux, et bien entendu un travail d'intelligence, encore une fois, qui a potentiellement été fait. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, bien évidemment, est-ce que l'armée régulière va rester du côté de Poutine? Si à un moment donné, l'armée régulière, certains généraux, et je pense pas que Prigojine n'aurait tenté cette action sans avoir un certain nombre de soutiens derrière, et bien si l'armée régulière, on va dire, notamment par exemple certaines personnes qui se battraient par exemple en Ukraine, ou effectivement, du coup, dont effectivement le centre névralgique de fonctionnement qui est à Rostov a dû être perturbé par tout ça. Si jamais l'armée régulière ici se soulève, et il y a probablement un travail d'intelligence qui est actuellement d'être fait par rapport à ça, c'est extrêmement important. L'autre chose qu'il faut voir aussi, c'est que c'est extrêmement important au sens ça sous-entendrait potentiellement la fin de Poutine. Il y a d'autres choses aussi également qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que de tous les temps, et pour moi cette opération elle est principalement américaine, elle n'est pas russo-russe, elle n'est pas ukraino-russe, elle est vraiment principalement américaine. On sait ici que il y a peut-être pas mal de choses qui sont en train de se tracter derrière, notamment le marché de la reconstruction de l'Ukraine. Derrière, bien évidemment, vous comprenez qu'il y a des gros sous à se faire, et c'est ce que tout le monde lorgne, c'est ce sur quoi tout le monde lorgne actuellement. Eh bien, il faut comprendre ici que la plupart du temps, les États-Unis aiment bien s'appuyer sur les milieux criminels, par exemple, quand on avait eu la Seconde Guerre mondiale, et bien tout ce qui était débarquement en Sicile, par exemple, avait été extrêmement appuyé par la mafia sicilienne. On a ici, bien évidemment, des tas de... Souvenez-vous de Kadhafi, où le premier soulèvement s'était passé en prison. Souvenez-vous, voilà, de tous ces pays où finalement les petites révolutions commencent par un soutien criminel sur place. Est-ce que Vladimir Poutine tient de main de fer la partie criminelle de son pays, ou est-ce que c'est plutôt Prigojine qui le fait? On a déjà vu, il y a déjà des rumeurs comme quoi il y aurait des mutineries dans des prisons à Moscou. Donc, par rapport aux tenants et aboutissants de toute cette histoire, ce qu'on peut voir d'une certaine manière, c'est que déjà, il y a un énorme travail, et c'est pas le commencement de ça, ça fait énormément de temps que ça existe, notamment
Le soulèvement de 2014 en Ukraine a été fortement appuyé par des ONG américaines, tout le monde le sait, ça a été prouvé depuis, etc. Et donc du coup il y a aucun problème avec ça, hein, même donc les révolutions de couleur ont très souvent derrière finalement la CIA qui opère et ce genre de choses. Ça c'est finalement un très bon travail d'intelligence, on peut pas leur enlever ça, que vraiment c'est un très très beau travail d'intelligence pour finalement une forme de contrôle du monde, on va dire. Mais ce qu'on peut voir derrière, c'est qu'on a quand même un Poutine qui théoriquement est relativement populaire dans son pays. Donc est-ce qu'il est possible qu'avec une cote de popularité de 70-80%, on fasse sauter Poutine? Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué également que l'armée régulière se mutine pour le coup. Donc on va voir ce qui se passe dans la journée, il faut jamais dire jamais. Moi personnellement d'ailleurs, même au tout début de la guerre en Ukraine, je pensais pas qu'ils allaient, je pensais que c'était un coup de bluff, sous-entendu c'est toutes ces colonnes blindées aux portes de l'Ukraine, je pensais que c'était une forme de coup de bluff pour tout simplement dire vous ne rentrez pas dans l'OTAN et puis c'est tout, et je pensais que l'Europe allait plier. Derrière on a cette invasion de l'Ukraine, et là je pensais que l'Ukraine allait signer puisque une bonne partie de son territoire a été envahie. L'Ukraine n'a pas signé, à l'époque ça a été un gros travail d'intelligence également américaine et européen, hein, qui leur ont tout promis. Si jamais ils ne signaient pas, ils avaient toutes les promesses possibles et imaginables. Et puis derrière, on se retrouve dans la situation actuelle. Donc, je suis pas anti-américain, je suis pas pro-russe, je regarde simplement les choses, et moi je travaille encore une fois pour la République de chez moi. La République de chez moi, c'est de gagner de l'argent sur les marchés, mais c'est d'avoir une vision qui est extrêmement lucide sur tout ce qui est en train de se passer. Si jamais, d'une certaine manière, le régime de Vladimir Poutine tombait, ça serait pas nécessairement une bonne chose pour les marchés, parce que on aurait, je pense, en Russie, une période ultra trouble, type années 90. Et sur fond entre guillemets toute cette partie avec l'Ukraine, etc. Je sais pas si ça serait nécessairement une bonne chose que de ne pas tenir la zone, et y compris eh bien les zones problématiques. Les zones problématiques, c'est quoi ? C'est bien évidemment tous les différends entre Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, tous ces endroits-là, la Syrie bien évidemment, tous ces endroits-là où finalement quelque part, c'est pas qu'on peut pas dire que Poutine n'ait pas fait du mauvais boulot, on peut dire qu'il y est allé, assez, de manière assez virile, mais c'était des endroits qui finalement avaient été quelque part détruit et laissé pour compte. On se rappelle notamment de la montée énorme de l'État islamique sur toute une partie de l'Irak et de la Syrie, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais où du coup elle était directement liée finalement au fait que les Américains sont arrivés en Irak, ils ont pris l'argent, ils ont laissé, après ils sont rentrés, c'est un petit peu également ce qu'on a eu en Afghanistan juste derrière, ils ont pris tous les marchés finalement qui étaient à l'intérieur du pays, et puis derrière on s'est retrouvé avec un État islamique qui récupérait des puits de pétrole entiers et qui finalement gagnait des millions de dollars et qui était quasiment un État dans l'État et qui prenait une bonne partie de toute cette région. Ce qui a amené le problème derrière de Bachar al-Assad, vous voyez que c'est des châteaux de cartes qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui sont pas nécessairement souhaitables, je trouve, en tout cas vu l'état du monde à l'heure actuelle. Alors il y a certaines personnes qui pourront dire que Poutine ne laisse pas les habitants de son pays parler normalement, etc., et l'opposition parler normalement. Je suis pas sûr que ça soit bien pire que chez nous. Chez nous, finalement, on a d'une certaine manière interdit Russia Today, interdit tous les channels YouTube. Moi, à chaque fois que je fais une vidéo sur ce sujet-là, j'ai l'impression que je me fais un petit peu dropper, on va dire, par l'algorithme de YouTube aussi, mais c'est pas grave. Moi, mon plaisir, c'est de dire mon avis, c'est pas nécessairement de faire des abonnés, en fait. Et puis voilà un petit peu l'idée. Donc, sous-entendu, gros travail d'intelligence américain d'un côté, gros travail d'un autre côté, de tout ce qui pourrait se passer derrière. Moi, à mon sens, pour moi, c'est quelque chose qui est tué dans l'œuf, c'est-à-dire que il va prendre un gros chèque, notre ami là, et puis bon, ça va emmener du monde un petit peu malheureusement au casse-pipe. Ça risque bien évidemment de déstabiliser toute la zone, et c'est la volonté, hein. C'était la volonté qui était celle qui était en Syrie, en Libye, dans tous les pays où finalement il y a eu ce gros travail d'intelligence américaine qui a été fait. Comprenez bien ici également que oui, voilà, bon, on va pas insister plus là-dessus. Binance qui est contraint de quitter la Belgique. Alors ça, c'est, je crois que c'est
FSAM, il me semble que ça s'appelle comme ça, oui, FSMA, qui contraint Binance à quitter le Benelux. Donc ici, on leur demande de se casser, tout simplement parce que ce sont une entité juridique qui relève d'un autre droit que l'Union européenne. Donc sous-entendu, ils ne sont pas enregistrés légalement sur place. Binance en France est théoriquement légalement enregistré, mais on sait qu'en ce moment, il y a un procès pour blanchiment d'argent qui était fait sur le sol français contre Binance. Ici, intéressant, j'en ai pas parlé hier, mais le Fonds monétaire international qui dit que le fait de bannir les assets crypto ne serait pas efficace à long terme pour le pays qui le ferait. Alors c'est marrant, ce revirement subite à la fois du FMI, à la fois finalement de Powell qui a dit que Bitcoin était là pour rester et qui a ici finalement dit que la crypto était à son sens quelque chose que les États-Unis devaient épouser et adopter. On voit quand même ici, je pense, une bonne partie se dessiner une bonne partie du futur, sous-entendu revirement potentiel, mais avec quand même un bras armé qui est Gary Gensler qui essaye de tout casser sur son passage et de protéger au mieux le dollar. Les jumeaux Winklevoss qui sont les boss de Gemini qui disent que tout ce FUD de la SEC contre la crypto n'a pas l'air d'être les États-Unis, mais ressemble plutôt au Venezuela. Poutine qui accuse les mercenaires de Wagner de trahison. Calendrier économique, on le fera demain, mais globalement, il y aura que le PCI et peut-être un discours de Powell jeudi, et discours de Powell également mercredi. Donc je sais pas où il parle, on va regarder ça, je regarderai ça demain, je pense qu'on fera un petit point. Et puis, voilà, ici toujours la même news qui est celle autour de cette tentative de putsch militaire en Russie. Ici, donc on a fait Bitcoin, on a fait toute l'analyse, etc. On va faire désormais la liquidité. J'en suis désolé, ce sera encore une vidéo assez longue. J'ai passé beaucoup de temps sur le technique au départ. Alors, vidéo, donc on est à 143 millions de liquidés, c'est plutôt important. Vous voyez qu'au-dessus de la structure, du coup, on avait quand même 143 millions. Personnellement, je pense qu'on a la même chose en dessous, mais pas beaucoup plus. Je vais vous expliquer pourquoi derrière. 75 millions sur Bitcoin et Ethereum, c'est-à-dire la moitié, donc ça c'est plutôt normal. Et vous voyez qu'on a liquidé principalement du short. Le carnet d'ordre. On est revenu dans une zone où finalement il est relativement vide. On a mangé ici tous ces ordres à la vente en faisant ce mouvement-là. Derrière, on a eu des ordres à l'achat qui ont été fill, pas mal, quelques-uns, voilà ici. Et pour le moment, vous voyez qu'on a assez peu d'ordres à l'achat juste en dessous du prix. Les premiers ordres à l'achat, ils sont plutôt autour des 30 000 $. On a un assez gros ordre de vente ici à 32 798. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce que quelqu'un est au courant de quelque chose? Est-ce qu'on est en train de construire une barre ici de vente qui va essayer de repousser le prix à 33? Voilà, tout ça peut être assez intéressant à regarder. Personnellement, quand on fera la conclusion de cette vidéo, je vous dirai mon opinion. Ici, Bitcoin contre USDT en 5 minutes. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait l'analyse complète, tout simplement, puisque hier, je ne l'ai pas faite. Enfin, je l'ai faite vite fait hier. Donc voilà, on va analyser un petit peu tout ça. Du coup, ici, ce point-là, est-ce qu'il a été pris ? Bon, il semblerait que oui, on va quand même le garder, parce qu'il y a peut-être un petit peu de monde en dessous de la structure ici. Donc ce point-là a été pris, ça c'était un vieux point également, il a été pris aussi, et celui-ci aussi, et également celui-là. Ici, on avait du short, donc du coup c'est pour ça que le prix pousse. Derrière, on est en haut ici déjà de la structure. J'ai un funding qui latéralise alors que le prix descend, ça sous-entend que j'avais pas mal de longues ici. Vous voyez qu'on est déjà venu sous la structure, donc pas de souci avec ça. Ici, j'ai un assez fort niveau de short qui est rentré sur ce point-là, il a été pris tout de suite. Là derrière, finalement j'ai un funding qui descend plus ou moins, avec un prix qui descend également. Ici, ça suit pas mal, donc on va dire pas de niveau notable. Ici, j'ai un assez gros niveau de long, donc on peut estimer que ce niveau-là est longué. Ce serait peut-être un niveau à prendre dans le futur, c'est-à-dire les 29 800. Ensuite, là j'ai le prix qui augmente assez forcément et pourtant j'ai pas de diminution du funding. C'est ça qui me fait me dire aussi hier que on a un point de long nécessairement à prendre ici. Sous-entendu, beaucoup de gens ont pris des profits sur leur longue ici et puis on a effectivement du monde qui est rentré, mais on avait finalement surtout du short. C'est pour ça que vous le voyez ici.
En fait, les longueurs sont retardataires sur ce mouvement. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Ici, on liquide les fins de short, là. Et la deuxième barre que vous voyez là, la deuxième barre rouge, donc d'open interest qui diminue, c'est finalement la liquidation des longs qui sont rentrés trop tard. Donc là, on est en train de liquider tous les longs qui sont rentrés trop tard. Le prix descend, le funding descend, c'est normal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une toute petite phase de funding négatif. Sous-entendu, à ce point-là, le marché était pour moitié en long et pour moitié en short. Donc ça, c'est intéressant. Ici, d'ailleurs, hop. Et c'est ça que je voulais mettre en bleu. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, finalement, le funding augmente beaucoup plus vite que le prix ici. C'est pour ça que je vous ai rajouté un point de long à prendre ici, puisqu'il y a probablement ici quelque chose à venir chercher au niveau des 30 356 en long. Et derrière, ici, à l'inverse, j'ai un prix qui augmente, un funding qui descend. Donc il y a forcément quelque chose à venir chercher, peut-être par ici. Donc voilà un peu l'idée. Vous voyez les niveaux. Sous-entendu, on a peut-être quelque chose à venir faire sous les 30. 29,8 et quelque chose à faire au-delà des 31,5 et là dans les tout petits niveaux du moment on a une résolution en bas ou haut de range. Vous comprenez là ici qu'on est un petit peu dans un range. Pour le moment le prix est en train de latéraliser, donc voilà, on va continuer à voir la suite éventuellement. On continue sur le funding toujours avec Ethereum. Qu'est-ce que nous a dit Ethereum? Et du coup, désolé, je rattrape 3 jours d'un coup, puisque hier, j'ai pas fait cette analyse-là. Alors, le dernier niveau prix, c'est celui-là. Donc on peut enlever tous les autres qui ont été pris, qui étaient des vieux niveaux également. Comment ça se construit à partir de là? Bon, là, on était assez fortement shorté. Vous voyez, le funding est négatif. Derrière, on fait le short squeeze. Énormément de fermetures de contrats qui sont des fermetures probablement de short, d'où cette remontée du funding. Le prix augmente, le funding augmente, c'est normal. Ici, toujours pareil, on est à peu près dans de la normalité. Ici, sur toute cette partie-là, on va dire latéralisation du prix et latéralisation du funding, c'est normal aussi. Ici, petite baisse du prix, petite baisse du funding, on va dire que c'est normal également. Ici, par contre, j'ai du long, clairement, sur ce point-là. Sur Ether, donc ici, j'ai du long sur les 1859. Parce que j'en ai là en fait, vous comprenez ici que ce dont je parle c'est ça. D'accord. Ce dont je parle, c'est ça, c'est-à-dire latéralisation du funding, augmentation du funding, mais latéralisation du prix. Ici également, pas mal de contrats qui se créent, et principalement sur du long, donc on peut vraiment ici décaler ce niveau par là et considérer qu'il est très important. À partir de là, on est shorté assez fortement, alors que le prix latéralise, vous le voyez, le funding descend complètement. Ça nous donne le short squeeze suivant, qui lui-même fait augmenter le funding, donc ça c'est normal. Est-ce qu'on a du short résiduel en haut ou pas? Là, on a pris les shorts qui étaient là, on a pris ceux qui étaient éventuellement qui étaient rentrés par ici. Est-ce qu'on a du short résiduel ici? Ça paraît pas incroyable. On peut peut-être mettre un niveau en trétillé, mais il n'est pas énorme. Cela dit, vous le voyez, c'est toujours sur cette grosse latéralisation. On va regarder ici la structure dans son ensemble, ce gros range finalement d'Ether. Vous voyez le range ici qui est comme ça, en fait, voilà. Vous voyez également que le funding a tendance à descendre alors que le prix est à plat, d'accord? Donc ça veut dire que j'ai plus de positions de short que de positions de long à la finale. Vous voyez ici qu'on est à peu près sur la même nombre de positions en termes d'open interest. Donc ça, c'est intéressant à regarder, c'est-à-dire de dire, mais j'ai quand même une diminution du funding. Sous-entendu, beaucoup de longues qui étaient sur tout ça ont pris leur profit. On n'est pas ici sur des points qui ont été liquidés ou pas, mais on est sur des prises de profit qui font descendre le funding. Donc là, on a un sentiment sur le marché qui est plutôt pessimiste, sous-entendu, même si je suis en long, j'ai tendance à prendre mes profits très rapidement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour hausser plus haut, parce que tout simplement, on n'enclenche pas du long, ad vitam aeternam. Donc on va quand même le laisser ce point là ici en normal, par rapport à cette baisse du funding finalement sur le mouvement global. Et après, comment ça se passe? J'ai une augmentation du funding et une diminution du prix. Donc oui, ce niveau est extrêmement important ici. On va le mettre en 2 pixels. Passer sous les 1856 est quelque chose qui n'est peut-être qu'une histoire de temps. On sauve ça, on passe sur les poches de liquidité. On a beaucoup parlé aujourd'hui. 36 milliards en position leveragée, oui, mais vous comprenez ici que le funding n'a pas augmenté outre mesure. Donc ce mouvement pourrait peut-être aller plus haut.
Mais en tout cas, effectivement, on est sur longué, tout simplement, on a fermé énormément de shorts. Mais comme je le disais, ces shorts ont peut-être une tendance à prendre profit puisqu'on a un funding qui n'est pas à l'augmentation. 9,16 ici en ce qui concerne le delta. Donc là, on commence sur Ethereum aussi à avoir un paquet de positions. Le problème, c'est que font les retail. En général, les retail... assez souvent, on va dire, ne prennent pas leur profit suffisamment vite. C'est plutôt les traders ici qui ont tendance à verrouiller leur profit assez rapidement, alors que les retail finalement se disent, enfin laissent courir, ils attendent une baisse significative pour venir chercher leur profit. C'est ça qui nous donne souvent les structures. Donc la grande question ici, c'est que font les retail, ou si vous avez des commitment of traders, vous pourrez voir ça. Mais pour moi, on est ici, on est surlongué, oui, mais on n'est pas dans des niveaux de funding incroyables. On va revenir sur Bitcoin d'ailleurs et regarder, puisqu'on n'a pas forcément ici poussé l'analyse là-dessus. Un funding à 0,068, non, c'est pas énorme, et on voit également cette hausse du prix et cette diminution du funding, c'est-à-dire là j'ai un prix qui augmente et j'ai un funding qui diminue. Normalement, on va dire... Ce qui pourrait être beaucoup plus dangereux, c'est d'avoir un funding qui augmente, plus dangereux pour de la baisse. C'est pas forcément mauvais de l'avoir de la baisse, il suffit de l'anticiper avant. Ce qu'on voit aussi, c'est que pour l'instant, le marché semble déleverager plus à 7 milliards que par le passé. Avant, on était à des niveaux inférieurs, on était à 6,33. Est-ce qu'on veut pas faire un retour ici au 6,33 ? Est-ce que tous ces 1 milliard de contrats en plus, ils sont en long ou en short ? Finalement, il y en a un peu des deux. Et pour le moment, le prix décide de liquider ceux qui sont en haut. Mais je dirais que on a peut-être ici 200 millions et on a peut-être ici 200 millions là, ne serait-ce que dans cette vague là, et là on a peut-être 200 millions supplémentaires. Donc si jamais on faisait un très fort mouvement vers le bas, ça coûterait très cher, mais ça permettrait de liquider 400 millions de dollars. La 12 heures, vous voyez qu'on a plus de long que de short, hein, donc dernièrement, attention, ça nous donne peut-être ici le sentiment, vous voyez, on est très jaune ici, donc ça nous donne peut-être le sentiment que, attention, on a quand même plus de long que de short. Là, une semaine, vous voyez qu'on a quasiment pris tout ce qu'il y avait en haut, donc derrière il ne restera pas grand chose en termes de liquidation à prendre en bas, soit effectivement le sentiment semble se désamorcer encore plus, sous-entendu on a une belle baisse pour réenclencher une structure shorteuse, soit on se dirige vers une baisse, hein. Ça semble assez évident que ce mouvement aura à un moment donné un besoin de respirer beaucoup plus important, et sur la 1 mois vous voyez qu'on est venu chercher ici quasiment tous les TP, sous-entendu qu'on a quand même, pour moi, peut-être un dernier mouvement à faire à 33-34 avant une très grosse respiration qui, elle, peut-être potentiellement pourrait nous emmener autour des 42. On revient sur la 12 heures, sur Ethereum du coup. Même chose, beaucoup plus de long que de short sur la partie 12 heures. Sur la 7 jours, Ether n'est pas encore allé dans sa zone ici des 1955 à 2000, et on a surtout quelque chose à prendre autour de 2100 sur Ethereum, il ne l'a pas encore fait. Et sur la 1 mois, Ether pourrait viser 2100 également en haut, et puis en dessous, derrière, venir nous refaire un petit tour sous les 1004. Ça serait le scénario qui nous donnerait la plus grande souffrance. Est-ce que le mouvement peut corriger à partir de là ? La réponse est oui. On voit des divergences en 4 heures, etc. Il ne faut pas être non plus, se voiler la face. Le mouvement peut clairement corriger à partir de là. Ce type de structure parallèle en montée n'est pas quelque chose qu'on a trop envie de voir. Voilà, ça c'est clair. Donc ça c'est la première chose. Est-ce que le mouvement perd du jus ? La réponse est oui, on a vu la divergence. Elle n'est pas là en daily, mais elle est là en 4 heures, donc on peut estimer aussi qu'il y a peut-être ici une forme de danger. Pour moi, le signal, c'est si on perd la 1 heure, et là vous voyez qu'on est pile dessus, donc ça peut être déjà une première chose qui nous dit, oula, attention, on va peut-être à minima venir attaquer sous la structure, au sens 29,5. Ça c'est la première chose, si on n'arrive pas ici à redépasser. Quand je regarde la 15 minutes, où on a un point là, hein, clairement à venir chercher, si on le prend pas, et si on attaque plutôt ce point là, c'est-à-dire qu'on perd ici le plus bas qui est celui-ci, pour l'instant ça semble réagir dessus, mais voilà, et bien à ce moment-là, tout simplement c'est un double top, et on se dirige vers les 30 200, un retest des 30 200 qui lui devrait donner à minima une réaction, d'accord. Si jamais on regarde le tout dernier mouvement ici sur la 15 minutes, j'aurais tendance à prendre le mouvement moi de là à là, comme ça au moins on est assez précis sur ce qu'il s'est passé. Merde.
Hop, voilà. Eh bien, vous voyez qu'on est à peu près, on rebondit à peu près sur l'équilibrium et que la zone de rechargement, elle serait effectivement ici. Dans cette zone-là, c'est-à-dire quelque part entre 29 et 30 200, ce qui est cohérent par rapport au support, etc., qu'on peut éventuellement avoir sous les yeux. 30 200 deviendra un support qui est relativement évident maintenant. C'était une résistance majeure juste avant. Donc voilà, pour le moment, qu'est-ce qu'on ne veut pas attaquer en termes de price action? Et ça, c'est intéressant. Bah en fait, on veut pas perdre la structure pour le moment, c'est-à-dire on veut pas perdre juste ce point-là. Donc on est sur le niveau le plus récent, on va dire. Pour le moment, on tient la trend également. Donc ça, on surveillera de près. Une forte baisse du prix ici à ce stade pourrait nous donner un signal que on va beaucoup plus bas. Donc ça, c'est la deuxième chose. On avait ici cette traîne de distribution qui a été cassée, très légère accélération, et depuis, on fait une petite structure haussière, mais on ne réussit pas ici à faire un nouveau plus haut. Donc ici, pour moi, en fait, c'est la résolution de ce petit range-là qui nous donnera la résolution du reste. Donc il faut rester là-dessus pour le moment pour regarder éventuellement là où on peut aller. Encore une fois, si vous n'êtes pas en trade, j'aurais pas tendance ici moi à rentrer sur les niveaux actuels. Peut-être placer un petit short ici pour une correction. Si vous êtes déjà en trade, eh bien vous devriez théoriquement être extrêmement rentable déjà pour le moment. Et mon conseil, ça serait plutôt de toucher à rien par rapport à votre plan initial. J'essaie ici de regarder quelque chose. Donc voilà, pour moi l'idée ça serait de vraiment pas forcément changer son plan, c'est-à-dire bon bah, j'avais profité de prendre profit ici, là, et théoriquement votre trade il doit être extrêmement rentable déjà depuis que vous êtes rentré, théoriquement ça doit être le cas. Excusez-moi. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder éventuellement viser une zone de rechargement. Pour celui qui n'est pas en trade, bah, essayer de se dire, moi je rentre pas sur ce long tant qu'on n'atteint pas cette zone-là, d'accord, ici. C'est-à-dire quelque part entre 26 et 27,2. Les 27,2 pourraient tenir aussi, c'est désormais un support majeur. Vous le voyez ici, on est pile poil sur. C'est assez marrant, mais quand je tire un Fibo, on voit tout de suite deux supports évidents dans les barres ici que je vous ai mises en 1 heure. Donc sur la totalité du mouvement de hausse ici, c'est ce qu'on peut voir. On peut voir également que cette 4 heures a tenu jusque-là. Je parle ici de la traîne qui est celle-ci. Et qu'elle n'a pas encore été éventuellement retestée. Sous-entendu, on serait dans un énième élargissement où on aurait ici une 1, une 2, une 3, une 4 de correction qui nous emmènerait autour des 28,6 et une 5 qui nous emmènerait éventuellement à cette target de 34. Ça, c'est du court terme. Après, derrière, pour moi, je verrais bien une correction plus importante et un retour aux 42 000 $. Mais pour le moment, on va attendre de voir les structures se dessiner pour éventuellement avoir un avis sur tout ça. Voilà, désolé pour cette très longue vidéo, mais encore une fois, il y avait pas mal de choses à dire. En général, les vidéos se construisent toujours de la même manière, donc s'il y a une partie qui vous intéresse moins, en général c'est du technique sur les grandes time frames au début, ensuite c'est du fondamental, et à la fin c'est du sentiment, liquidité, etc. Donc ça c'est important, j'ai pas besoin de chapitrer mes vidéos parce que tout simplement elles ont toujours la même structure. Quand vous voyez des charts, vous pouvez avancer si ça vous intéresse pas et aller jusqu'au moment où vous voyez les articles. Si à ce moment-là ça ne vous plaît pas non plus et que vous êtes plutôt sur la partie sentiment, à ce moment-là vous switchez tout de suite vers la partie CoinGlass, CoinAlyze et HighBlock. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, c'était un petit peu long encore une fois. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. La question du jour, aujourd'hui, elle sera sur le papier de toilette. J'y ai pensé tout à l'heure, alors que j'étais en train de réfléchir aux toilettes. Et quand vous mettez votre papier toilette, est-ce que vous, personnellement, vous le mettez plutôt papier toilette avec la feuille qui tombe et qui ne touche pas le mur, ou est-ce que j'ai vu qu'il y a des gens qui, chez eux, font l'inverse, c'est-à-dire vous avez un papier toilette qui est contre le mur avec la feuille qui touche le mur. Donc il y a deux manières de mettre du PQ, et j'ai remarqué que les gens sont plutôt en général cadrés de la même manière sur la manière de faire de ce côté-là. Moi, personnellement, c'est la feuille qui ne touche pas le mur,
peut-être pour des raisons d'hygiène ou un côté peut-être plus pratique. Voilà, ça sera la question à la con du jour. Je trouve qu'elle est vraiment con, donc c'est bien. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.